Alors, bonjour tout le monde. On va commencer si vous êtes d'accord. Merci d'être aussi nombreux à la conférence du GRELC et de la chaire EDISOC qui accueille Galia Januszewski. Vous la présente rapidement. Donc, Galia est professeure au département de culture française à l'université de Bar-Ilan en Israël. C'est 12 heures d'avion, plus la route Montréal-Sherbrooke. Donc, on est vraiment plein de gratitude pour cette générosité. C'est quand même pas à côté. Galia, elle est membre de l'équipe ADAR, Argumentation et rhétorique, des spécialistes de l'analyse de discours à Tel Aviv. Elle a travaillé, entre autres, sur le discours du nouveau roman « Essais, entretiens et débats » qui a été publié au Septentrion en 2006. Et elle s'est spécialisée dans les genres limitrophes de la littérature, comme le manifeste. Elle s'intéresse aussi, en ce moment, elle me disait, aux lettres d'arnaque. Donc ça pourrait être des discussions d'après-conférence, mais donc des objets très originaux, je trouve. Et l'entretien littéraire en fait partie, les collections d'auteurs aussi. Son intérêt dans les rapports entre le visuel et l'écrit et dans le patrimoine culturel se manifeste aussi dans un projet qu'elle dirige actuellement et qui porte sur les représentations des relations France-Israël dans les guides touristiques de 1948 à nos jours. Donc, encore un autre objet très original. En 2014-2016, elle a dirigé avec la professeure Sylvia Adler un projet d'engagement pour la communauté financé par le Conseil israélien des hautes études, apprentissage du français, langue de patrimoine en interaction avec des personnes âgées. Elle a publié de nombreux livres. Je vous en présente aujourd'hui deux qui sont très récents, donc les deux de 2018. Éthique du discours et responsabilité, qui est un mélange offert en hommage aux travaux de Roselyne Coren. Et ce pourquoi, en fait, elle est ici. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. Ce livre sur l'entretien littéraire qui postule que l'entretien littéraire, c'est un genre en soi qui s'analyse. Et j'avoue, moi, personnellement, que j'étais très heureuse quand ce volume a été publié parce qu'avec les concepts de posture, d'éthos, on se retrouve toujours au final à convoquer des entretiens d'écrivains, mais on n'avait pas de typologie, pas de méthodologie pour les appréhender pleinement. Et c'est ce que vient combler le livre de Galia. Je vais donc lui céder la parole. Elle nous a fait en plus l'amitié, elle aurait pu se contenter de parler de son livre, elle nous a fait l'amitié d'adapter sa conférence au contenu du cours, donc je lui suis très reconnaissante pour ça. Et donc, je lui cède la parole. On va voir quelle est la formule idéale. Peut-être conférence ou cours, on va voir, on va s'adapter. Mais donc, la parole est à toi, chère Galia. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je te remercie vivement de cette invitation qui m'a permis de faire ces 12 heures d'avion, ça vaut le coup. Et de l'équipe du GRELC en général, dont Anthony Glinoer ici présent. Et ça me fait très, très plaisir de pouvoir parler, non pas de mon livre, mais d'un sujet que je tiens à cœur. C'est pas tellement l'entretien littéraire, vous allez voir, mais c'est l'éternelle question qui était ma première motivation quand j'ai commencé comme jeune étudiante en licence. Et j'ai fait un double major à l'époque, donc c'était, je ne sais pas comment on appelle ça ici, mais c'était Sciences Po, mais aussi littérature, en l'occurrence littérature française. Mais ma première motivation était toujours la question suivante. Qu'est-ce que la littérature? Donc, c'est une grande, grande question. Et je ne veux pas dire ici qu'est-ce que la littérature comme lectrice de romans, des nouvelles, donc de tous les genres littéraires habituels que vous connaissez. Mais je voulais sincèrement savoir en quoi était constituée cette matière. Donc, pourquoi est-ce que nous rions? Pourquoi est-ce que nous crions? Pourquoi est-ce que nous sommes tellement attachés à la personne de l'auteur alors qu'il suffit de lire un livre? Pourquoi vouloir connaître la personne derrière l'œuvre? Alors bref, qu'est-ce que la littérature? Quel est son pouvoir, son statut épistémologique aussi? Et par là, j'entends qu'est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce qu'on peut savoir, etc. Donc des questions relatives à ce que nous offre la littérature en termes de connaissances. Mais
très tôt, en fait pas très tôt, j'ai mis quand même quelques années avant de comprendre que, afin de répondre à cette question, il faut aussi se poser la question suivante. Donc, il y avait d'abord qu'est-ce que la littérature, mais en fait, c'est une question trop vaste, trop floue, et je commençais à m'intéresser à une autre question encore qui était qu'est-ce que le littéraire? Donc là, c'est une question, si vous voulez, un peu plus concrète, en tout cas pour moi. Et là, pour la rendre opérationnelle, pour pouvoir travailler avec cette question, je me suis posé d'autres questions encore sur quelle est la matière de la littérature, quelles sont ses stratégies. Et quand je dis stratégie, je parle des genres et de ses acteurs, ou agents, agents. Quelles sont alors la matière ou les stratégies par lesquelles la littérature agit, se construit, enseigne, apprend, etc. Et c'est là que j'ai commencé mon enquête sur, non pas la fabrication de l'auteur, mais sur l'entretien littéraire. Mais c'était bien des années plus tard. Mais le titre de ton cours m'intrigue. Donc, quand j'ai lu la fabrication de l'auteur, je me suis permise de jouer un peu avec ce titre. Et je me suis dit, alors, c'est quoi la fabrication de l'auteur? Ça peut avoir un double sens, au moins pour mon oreille israélienne peu habituée au français. Alors, est-ce qu'il s'agit de ce que l'auteur fabrique lui-même? Excusez-moi, il n'y a pas d'accent circonflexe là. Donc, ce que l'auteur fabrique lui-même, donc son écriture, mais aussi son image. Donc, la fabrication de l'auteur, c'est la production de l'auteur. Son écriture, mais aussi, par ailleurs, dans d'autres médias, son image. Mais ça peut aussi être l'invention de l'auteur. Et quand je dis l'invention de l'auteur, cette fois-ci, je n'entends pas par lui-même, mais par des acteurs, donc des agents, agents, extérieurs à l'auteur lui-même. Les médias, les acteurs des médias, donc les intervieweurs, etc. La caméra aussi, vous allez voir. Mais, troisième hypothèse, et c'est celle finalement que j'ai explorée dans mon livre, c'est que la fabrication de l'auteur est en fait une coproduction. C'est la coproduction de l'auteur et des acteurs externes, manque à eux ici, de l'image et de la poétique de l'auteur. Et là, j'insiste beaucoup sur les deux. L'image, je veux bien, tout le monde en parle, mais il y a aussi, et ce sera là mon hypothèse, mais aussi ce que j'ai cherché à montrer dans mon livre, c'est que au-delà de l'image de l'auteur, c'est qu'on trouve ce que donne cette coproduction, cette coopération, ce travail ensemble de l'écrivain et des médias, c'est une poétique, une forme de poétique qui va au-delà de l'œuvre de l'écrivain, qui est en fait une espèce d'extension du domaine de l'œuvre de l'écrivain, et qui fait, pour moi en tout cas, partie intégrante de ce qu'est la littérature, le littéraire, mais aussi, bien sûr, la littérature. Et voici comment je m'insère dans le cadre de ton cours, Marie-Pierre. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de l'entretien littéraire comme performance. Et en fait, c'est un chapitre de mon livre. Juste pour vous donner une idée, je vais revenir après aux slides précédents. Alors là, vous avez donc le... Ah, c'est en double en plus. Les différentes parties du livre. Et là, c'est vraiment le cœur du livre, si vous voulez. Il y a deux parties qui en constituent le cœur. C'est la partie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'entretien littéraire comme performance. Mais il y a aussi une partie consacrée à la littérarité de l'entretien de l'auteur. Et là, c'est une partie un peu plus théorique. Mais pour l'instant, je voudrais vous montrer dans le détail comment cette coproduction fonctionne pour produire certes une image de l'auteur,
mais qui va au-delà de l'image, donc de l'image médiatique de l'auteur, et qui pénètre aussi sa production poétique. Je reviens. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui reconnaît les deux personnages qui figurent? Vous êtes trop jeune à mon avis, mais quand même. Ah oui, donc Bernard Pivot jeune en 75, et en face de lui, l'éponyme Nabokov. Donc le vieux Nabokov, un an avant sa mort, il accorde enfin un vrai entretien, où il va en studio, il accepte d'être interviewé par Bernard Pivot. Et au lieu de parler moi-même, je vais vous montrer les deux extraits qui en parlent. Alors, c'est quoi la performance lorsque je parle de l'entretien littéraire comme performance? Tout d'abord, j'emprunte le terme à l'anglais. Je ne sais pas dans quel sens vous l'utilisez ici au Québec, mais le terme que moi j'utilise est pris directement de l'anglais, de Richard Schechner, qui en 88 fait une théorie assez large du terme performance, qui pour lui ne serait pas du tout restreinte à la performance théâtrale, donc au jeu du théâtre, au genre théâtral, mais qui en fait partie de toute action humaine, qui va des rites et des cérémonies à la ritualisation, donc à la manière de mettre en scène ou en place des rituels sociaux, et qui passe par tout ce qu'on connaît comme rite dans d'autres sociétés, comme le chamanisme, comme vous voyez ici, mais aussi qui passe par ce qu'on appelle la performance dans la vie quotidienne. C'est la théorie le nom m'échappe tout, des années 15, de Goffman, pardon. Donc la performance dans la vie quotidienne, on connaît ça déjà depuis les années 50. Et donc la performance, donc dans toutes ces actions humaines, l'entretien littéraire ne serait que l'un des rites admis dans le cadre des médias, mais aussi, vous allez voir, dans la littérature. Et il reste à chaque auteur de performer, donc de mettre en place sa propre performance au sein de ces rites, de ritualiser le rituel ou le rite à sa manière. Vous allez voir. Alors, où est-ce que je me place par rapport au débat de la place de l'auteur, de la personne de l'auteur dans tout ça? C'est quoi la littérature? Je reviens à ma question. C'est quoi le littéraire? Le littéraire, en principe, ou la littérature, c'est les genres littéraires qu'on lit. Mais à chaque fois, vous voyez bien, vous vous intéressez souvent aux auteurs bien plus qu'aux livres. Je me souviens encore d'avoir lu, et beaucoup ri aussi à cette lecture, le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Comment est-ce qu'il définit l'auteur? Vous vous souvenez de ça? Non? Alors, il dit l'auteur, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais dont le nom vous échappe. Alors là, je voudrais dire juste l'inverse. On se souvient de beaucoup d'auteurs. Je vous jure que souvent, je dis que « Ah oui, j'ai lu cet auteur » et puis je me dis « Non, j'ai vu des entretiens, j'ai vu l'auteur passer à la télé, mais j'ai l'impression d'avoir lu le livre. » Mais ce débat de qu'est-ce que l'auteur, ou quelle est la place accordée à l'auteur au sein de ce qu'on appelle la littérature, est bien ancienne. Et chez Proust, est-ce que vous avez lu ça? Vous avez pu lire ça, Contre Sainte-Beuve, ou des extraits, vous l'avez mentionné? Évoqué seulement. Évoqué, très bien. Donc ça, c'est un écrit posthume de Proust, et dans l'essai Contre Sainte-Beuve, il parle de cette déchirure, de cette distinction qu'il fait entre l'être qui écrit et l'être des salons, donc la personne en chair et en os de l'écrivain qui a aussi une vie par ailleurs. Et voici ce qu'il dit. Et ces productions destinées à l'intimité, c'est-à-dire répétissées au goût de quelques personnes et qui ne sont guère que de la conversation écrite, c'est l'œuvre d'un soi bien plus extérieur, non pas du moi profond qu'on ne retrouve qu'en faisant abstraction des autres et du moi qui connaît les autres,
le moi qui est attendu pendant qu'on était avec les autres, qu'on sent bien le seul réel et pour lequel seuls les artistes finissent par vivre, comme un Dieu qu'ils quittent de moins en moins et à qui ils ont sacrifié une vie qui ne sert qu'à l'honorer. Donc là, c'est très clair. Qui privilégie-t-il Proust? Il privilégie l'être qui écrit aux dépens de l'être qui court dans les salons, mais ce ne sera pas le cas pour les spectateurs ou les lecteurs qui, eux, soit qu'ils mettent les deux à la même échelle, au même niveau, soit qu'ils préfèrent souvent l'image ou l'être qui se promène dans les salons. Alors, quelques idées reçues, quelques remarques pour que vous voyez où je vais. Impossible de parler de l'écrivain dans les médias ou de la fabrication de l'auteur, dans la rencontre entre médias et littérature, sans parler aussi des idées reçues de qu'est-ce qu'un auteur, comme je viens de le faire, mais aussi de ce qu'on peut appeler la spectacularisation, donc la société du spectacle, si vous voulez, et de la place accordée à l'écrivain dans cette société. Alors, voici 3 remarques. Je commence avec la première. L'écrivain est tout d'abord un homme de plume, quelqu'un qui écrit. C'est une évidence, non? Alors, voici ce que dit le poète Francis Ponge dans un entretien avec un jeune Philippe Sollaire. Alors, vous entendez un écrivain, c'est Francis Ponge qui parle. Vous entendez un écrivain, ou comme on dit parfois maintenant, un scripteur. On est début des années 70, donc un écrivain, c'est quelqu'un, un scripteur. Un homme qui a choisi de se refuser, en principe, à toute autre vie, à toute autre activité. Si donc, en ce moment, je parle, c'est à défaut d'écrire. Et il va sans dire que je parle beaucoup moins bien, ou plutôt beaucoup plus mal encore que je n'écris. Donc encore une idée reçue, un écrivain devrait être éloquent lorsqu'il parle, donc à l'oral. Si j'ai le temps, je vais vous donner un exemple de Patrick Modiano comme orateur. Donc, deuxième remarque concerne le rapport entre consommation et spectacularisation, et d'autre part, le produit qu'on appelle la littérature, l'écriture, mais aussi l'écrivain. Si on appelle spectacle, et ça c'est de Giorgio Agamben, si on appelle spectacle la phase extrême du capitalisme où nous nous trouvons, et dans laquelle chaque chose est exhibée dans sa séparation d'avec elle-même, alors le spectacle et la consommation sont bien les deux faces de la même impossibilité de l'usage. Ce qui ne peut plus être consommé comme tel, donc sous-entendu un ouvrage littéraire, un roman par exemple, est livré à la consommation ou à l'exhibition spectaculaire. Donc, faute d'avoir le temps de lire un roman de 300 pages, je vais me contenter de regarder un entretien d'une demi-heure. Et dernière remarque, qui concerne ce qu'on appelle, en hébreu, en fait, je vais me baser sur ma langue maternelle, donc en hébreu, il y a une expression qu'on utilise pour quelqu'un qui est présentable ou pas présentable à la télé, on appelle ça passer à la télé. Est-ce qu'on passe bien? On passe pas bien. Et donc là, je l'ai appelé éloquence et photogénicité dans le cadre d'un médium qui est d'ordre médiatique, donc la radio, la télé surtout. Et là, c'est une citation des entretiens avec le professeur Y de Céline. Tu t'es pas vu, Ferdinand? T'es devenu fou? Pourquoi pas télévisionner? Avec ta poire, avec ta voix? Tu t'es jamais entendu? Tu t'es pas regardé dans la glace? T'as des gaines? Quant à ma voix, dit le personnage, je le connais. Pour crier « Au feu !» elle porte. Mais je vais pas lui demander du charme, en somme, ni écoutable, ni regardable. Donc là, on passe dans, si vous voulez, dans une autre phase, c'est la phase médiatique de l'auteur. Et la question qui se pose est, tout écrivain peut-il être présentable, passé ou pas passé, comme on dit dans ma langue maternelle, à la télé? Et
voici donc mon hypothèse principale. Pourquoi est-ce que je m'attarde tellement quand je parle de l'entretien littéraire? Pourquoi étudier l'entretien littéraire? Parce que l'entretien littéraire, donc, qui a comme support des médias, toutes sortes de médias, la radio, la télévision, bien sûr Internet aujourd'hui, et mon hypothèse que malgré cela, malgré le passage d'un support proprement littéraire comme le livre, un support proprement médiatique comme la radio, la télévision, et je n'ai pas mentionné les journaux, mais bien sûr il s'agit des journaux aussi. Alors, les médias, quel que soit le type des médias, étendent le domaine de la littérature et là je cite Dumayet, vont dans le sens de la littérature. Et mon hypothèse, c'est qu'elle prolonge la poétique de l'écrivain par d'autres moyens, mais d'autres moyens qui leur sont propres. Donc aujourd'hui, ma question sera, ou ma problématique sera de voir avec vous, d'explorer avec vous les différentes manières de production du sens littéraire dans le cadre d'un entretien littéraire. Alors la performance, qu'est-ce que la performance dans le cadre de l'entretien littéraire? La performance implique tout ce que l'appareil enregistreur de la radio et l'œil de la caméra sélectionnent et saisissent: une voix et son timbre, le débit de la parole, les hésitations, les gestes, le regard et l'expression de l'écrivain. Bref, et là je passe tout de suite à l'écrivain lui-même. Là en anglais on appelle ça embodiment, en français incorporation. Donc le corps de l'écrivain fait partie du corpus. Donc moi comme chercheuse ou chercheur ici, chercheur moi comme chercheur, je travaille sur des corpus, sauf que quand on passe à l'entretien littéraire, et surtout à l'entretien littéraire où il y a une présence physique de l'auteur, le corps de l'écrivain fait partie du corpus qui participe à la construction de son image médiatique, mais également à l'extension de son image littéraire. Donc, qu'est-ce que j'appelle l'image littéraire? C'est, dans l'analyse du discours, des fois on appelle ça l'image discursive. Donc l'image qui ressort de ces textes, parce que chaque écrivain, chaque auteur donne aussi une image de lui-même dans le texte même. De même que vous imaginez les personnages, vous pouvez imaginer celui qui a pris la plume et qui a écrit le texte. Mais tout se passe dans un contexte interactionnel, donc dans l'interaction entre intervieweur et interviewé, où d'autres instances que l'écrivain, comme l'intervieweur, les spectateurs, mais aussi bien sûr le réalisateur, participent à cette production de sens. C'est une œuvre commune, c'est une œuvre en collaboration. Aujourd'hui, on parle beaucoup de collaborative literature, donc littérature en collaboration, où il y a plusieurs auteurs, et c'est pareil pour l'entretien littéraire. Il faut se détacher de l'idée que c'est l'écrivain lui-même la personne la plus importante de l'entretien littéraire. Certes, l'entretien est motivé par l'idée de connaître un auteur, mais c'est toute une production. Donc, toute parole et geste de l'écrivain dans l'espace de l'interview participent au rituel médiatique de l'écrivain, qui font eux-mêmes partie intégrante de la production littéraire, j'ai dit ça déjà. Il s'agit à la fois de la manière qu'a l'écrivain d'assumer le rythme médiatique, donc sa manière d'interpréter le rôle de l'écrivain qui vient dans l'interview, et j'ai amené plusieurs exemples, vous allez voir tout de suite que chaque écrivain l'interprète différemment, de même qu'on a différentes attentes de chaque écrivain, on n'aura pas la même attitude vis-à-vis de différents écrivains, femmes et hommes, on a discuté ça hier, mais même des écrivains qui ont des poétiques différentes, on aura différentes attentes de leur performance en interview. Bon. Je voudrais vous poser encore... en fait, je voudrais faire une dernière remarque avant de passer aux exemples.
L'entretien littéraire semble être un sujet relativement nouveau qui date, si vous voulez, de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un genre relativement nouveau. Mais, à vrai dire, c'est un genre qui date et qui commence par d'autres moyens qui sont moins médiatiques, mais qui reproduisent néanmoins les mêmes mécanismes de rencontre. Et là, je vous envoie vers les textes écrits bien avant moi, et surtout au chapitre intitulé « La visite au grand écrivain » d'Olivier Nora dans les lieux de mémoire, qui est la visite au grand écrivain. Et la visite au grand écrivain, en fait, marque le passage de l'auteur du statut anonyme par le passé, je pense à l'auteur du Moyen-Âge, au statut, si vous voulez, éponyme, au statut de quelqu'un, d'une célébrité, si vous voulez. Je passe tout de suite là aux différentes questions ou différents éléments qui jouent un rôle dans la fabrication de l'auteur et du sens littéraire au sein de l'entretien littéraire. Et j'ai décidé en fait, comme d'habitude, c'est assez problématique de parler de chaque élément à part entière, mais je n'ai pas d'autre moyen de le faire. Je ne peux pas parler de tout ensemble, de tout en même temps. Et donc, je commence par le décor. Donc, par, si vous voulez, la scénographie sélectionnée. Je ne sais pas si vous avez lu Dominique Magnon. Est-ce que vous connaissez le concept de la scénographie? À peine évoqué. À peine évoqué. Donc, c'est juste pour aller plus vite. La scénographie serait, si vous voulez, le choix d'une manière de faire, de la disposition des rôles, qu'on considère comme étant le meilleur pour une action ou pour une scène. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec les auteurs. C'est mon interprétation à moi du concept de Dominique Magnon. À l'époque, les gens fumaient. Et quand les gens fumaient, il fallait aussi des pubs dans les journaux. Ça n'existe plus. En fait, les gens continuent à fumer, mais il n'y a plus des pubs pour les cigarettes. Il y a des pubs contre les cigarettes aujourd'hui. Mais à l'époque, quand on voulait vendre des cigarettes, il fallait aussi penser à une ambiance qui allait bien avec la cigarette. Alors, que fait la cigarette d'habitude? Ça détend. En fait, moi, je ne fume pas, donc je ne sais pas, mais les gens qui fument me disent que ça détend. Et donc, la scénographie sélectionnée pour les cigarettes Marlboro à l'époque, c'était une maison tranquille, comme vous voyez beaucoup ici, et comme il n'existe aucunement chez nous, donc avec une cheminée et de la fumée qui sort et qui donne une ambiance de relaxation. Donc ça serait la meilleure scénographie pour la question de la cigarette, pour vendre la cigarette. Alors, quelle serait la meilleure scénographie pour vendre Claude Lévi-Strauss aux spectateurs? Alors, Claude Lévi-Strauss, que je considère ici, malgré le fait qu'il ne soit pas vraiment un romancier, après avoir écrit Triste Tropique, et je pense que c'est pratiquement au moment où il est reçu à l'Académie française, est interviewé par Jean-José Marchand, qui, lui, fait une série d'entretiens filmés, destinés aux archives au départ, pour préserver l'histoire littéraire et intellectuelle de la France du XXe siècle. Et parmi les personnes interviewées, ou les auteurs interviewés dans le cadre de cette série, il y a notamment Claude Lévi-Strauss. Alors, son interview a quand même été filmée, pas filmée, mais projetée à l'écran, à la télé, dans le cadre de l'émission Océanique. Et là, ce que je vous montre, en fait, c'est un extrait édité en vue de la télé, donc d'une émission de télé. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Et ce que je voudrais que vous voyez dans le cadre de cet extrait, c'est la manière dont il est filmé. C'est un extrait de quelques secondes. J'espère que ça marche.
l'entretien se poursuit, on fait la connaissance de son perroquet, il parle aussi de son écriture, on voit son bureau, donc tous les stéréotypes sont là. On parle son ami le plus intime. Voilà, le perroquet arrive malgré tout. Il parle de son écriture, son bureau est rempli des petites notes, des papiers, donc des paperasses. Je voulais que vous voyiez les deux, donc par contraste, il y a la marche vers donc le progrès, vers l'écriture, mais c'est présenté autrement malgré le respect du scénario de la visite chez le grand écrivain. La raison pour laquelle on insiste tellement sur la misère de Louis-Ferdinand Céline, c'est que lui-même insiste sur la misère, sur les conditions difficiles de l'écriture pour lui, et que ça fait partie intégrante de sa poétique aussi. Je n'ai pas trop le temps de développer cet aspect-là, mais si vous voulez, s'il nous reste du temps, je vais en parler. Je reviens donc vers les questions des éléments qui jouent dans la performance littéraire de l'auteur, dans le cadre de l'entretien littéraire. Et toujours est-il que je parle d'une coproduction. Donc, j'en ai dit quelques mots concernant le décor, mais qu'en est-il de l'élément principal quand même, de cette présence du corps? Alors, comment définir ce corps de l'écrivain? Il faut le décortiquer quand même pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, définissons le corps de l'écrivain comme l'ensemble de ses traits physiques, des traits humains, donc le visage, les mains, la voix, des gestes, une manière de s'habiller, de se mouvoir dans l'espace, on l'avait déjà vu, tels qu'ils sont décrits par la plume du journaliste ou observés par la caméra. Là, on avait la voix off quand même qui a décrit le passage de Céline. Une voix et son timbre, le débit de la parole, les hésitations, les gestes, le regard et l'expression de l'écrivain, le corps donc de l'écrivain devient corpus. C'est-à-dire un texte symbolique où se reflète le reste de l'œuvre au moment de l'interview. Donc, si vous voulez bien, dans beaucoup d'interviews, j'ai trouvé ça, on essaye d'encapsuler, donc de capturer, d'en faire un microcosme de l'écriture, de l'œuvre complète, si vous voulez, de l'auteur. Donc l'entretien littéraire, dans des cas réussis, selon certains intervieweurs, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les intervieweurs qui le considèrent, ainsi, serait un bon entretien, une bonne interview, si ils réussissent à encapsuler, à saisir le sens de l'écriture de l'auteur dans l'interview. Et là, je voudrais vous proposer une lecture de la présence dans l'entretien littéraire, de la question du corps, donc de la présence du corps de l'entretien, de l'écrivain dans l'entretien, mais aussi la question de comment présenter ce corps, donc par le regard extérieur. Et là, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la présence ou la représentation de l'auteur femme et de l'auteur homme? Est-ce que le regard extérieur, mais aussi est-ce que la manière d'agir de l'écrivain dans le cadre de l'entretien, est-ce qu'il y a une différence entre un auteur homme et une auteure femme? Et là, j'ai pris quelques exemples. Je t'ai parlé de ça brièvement hier. Donc, je décidais dans le cadre de mon livre de ne pas trancher entre les deux, mais à la place de cette décision, oui, il y a un différent traitement réservé aux femmes auteurs et un différent qu'aux auteurs hommes. Je voulais examiner les deux hypothèses. Donc, première hypothèse, il n'y a pas de différence. On montre les deux auteurs donc, de la même façon. La différence concerne le degré de la médiatisation de l'auteur. Donc,
un homme ou une femme, peu importe, ce qui importe, c'est la manière d'interagir de l'auteur. Donc, ce que j'ai appelé tout à l'heure passable ou pas passable, présentable ou pas présentable dans le cadre des médias. Alors, voici ce que je voudrais vous montrer. Ce n'est pas dans mon PowerPoint, mais bien phrase complètement décomposée, déconnectée, d'un écrivain qui enfin a eu le prix Nobel parce que très éloquent à l'écriture. Donc, on a ça, et vous pouvez penser à d'autres écrivains qui sont bien plus éloquents lorsqu'ils passent à la télé, notamment un écrivain du nouveau roman, le pape du nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, qui, lui, dans toutes ses performances littéraires, dans toutes ses performances de l'entretien littéraire, malgré le fait que dans la vie réelle, il bégaye, dans les entretiens littéraires, il est très éloquent, il s'exprime comme il est dans ses textes théoriques. Donc on a ça d'une part, donc les écrivains peu éloquents ou très éloquents, et d'autre part on a des écrivains qui sont jugés en fonction de ce qu'ils écrivent, donc en fonction de leur poétique, femmes ou hommes. Alors voyons ce que ça donne dans le cadre des auteurs femmes. Bien évidemment, dans le livre, dans ce chapitre, vous pouvez trouver les exemples développés. Là, je ne vous montre que les extraits. Alors, commençons par Marguerite Duras. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un écrivain de la sensualité, et là, je suis dans la réception, si vous voulez bien, on a discuté de ça hier. En fait, tout ce que je dis de l'écriture de l'auteur ne relève pas de mes propres jugements, ou jugements de valeur si vous voulez, mais de ce que disent les critiques littéraires lorsqu'ils lisent ou lorsqu'ils évaluent l'œuvre d'un écrivain. Donc, lorsque je vous parle de Marguerite Duras et qu'on fait allusion à ses livres et notamment à son autobiographie L'Amant ou la réécriture de ce livre, L'Amant de la Chine, en 92, on fait allusion à son écriture sensuelle. Même dans ses entretiens, on en parle. Mais que faire lorsqu'on parle de la sensualité devant une femme qui a bientôt 85 ans? Est-ce qu'on peut parler de son corps présent? Est-ce qu'on évoque son corps du passé? Surtout lorsqu'il s'agit d'un thème récurrent dans ses écritures. Et voici ce qu'on en fait, toujours Bernard Pivot, dans l'entretien suivant la parution très réussie de L'Amant en 84. Donc c'est un livre qui vend 100 000 exemplaires tout de suite. Voilà, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il en fait? Comment? Bon, je pense que ça suffit, mais dans aucun cas, il ne parle pas de la chose elle-même. Donc, il parle autour de cette question, il essaie d'évoquer le passé. D'ailleurs, elle participe pas vraiment à ce dialogue, elle est assez distanciée vis-à-vis de son passé. Je ne sais pas si vous pouvez le déduire l'extrapoler à partir de cet extrait. Mais en tout cas, difficile d'aborder le corps qu'elle avait à 15 ans. Et aussi, à un moment donné, elle dit pudique par pudeur. Donc, elle a des difficultés de parler de ce passé. Mais plus âgée, donc, dans une interview avec Bernard Rapp à propos de la réécriture de L'Amant, intitulée, comme j'ai dit tout à l'heure, L'Amant de la Chine du Nord, donc en 91 et non pas 12, le discours abstrait, comme c'est le cas ici, sur la fille qu'elle était au passé, qui a rencontré un Chinois plus âgé qu'elle, cède la place à une parole plus concrète. Et là, je cite, elle évoque je cite Duras, le bonheur de toucher un homme. Elle fait comme ça, donc. La peau de cet homme, cherchez la peau de cet homme, son odeur. Et Bernard Rapp dit, vous décrivez la main. Et Marguerite Duras répond, la main, oui, la main. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une espèce de rapprochement
qui n'a pas forcément à voir avec le fait qu'elle soit femme, avec sa féminité, mais avec la sensualité de son écriture, qui rappelle une personne qu'elle était par le passé, qui était cette jeune fille amoureuse d'un Chinois. Et voici la forme que ça revêt dans un entretien où elle n'a plus rien à perdre, elle n'a plus cette pudeur qui la caractérise chez Pivot, et qui sait, c'est aussi peut-être la présence d'un autre intervieweur qui insiste plus que l'autre, que Pivot. Je passe à l'exemple suivant. Donc, encore une fois, je me pose la même question, est-ce qu'il s'agit d'une interview au féminin ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une interview qui reflète la question de la poétique de l'auteur qui est présent sur scène? Et là, je passe, là aussi 20 secondes, vous allez voir, dans un plateau littéraire, là on passe à un autre domaine, on n'est plus dans un cadre réservé entièrement à l'entretien littéraire dans sa formule la plus classique à la télé, donc c'est Pivot et d'autres entretiens où il n'y a que des questions littéraires à proprement parler, où on ne parle que de livres, à des grands plateaux, donc des plateaux où il s'agit entre autres d'interviewer un auteur, mais où la scénographie est bien celle d'une diffusion grand public. Donc il faut, comme on dit en anglais, de l'action. Il faut que ce soit un peu provocateur quand même. On cherche toujours la provocation. Voici ce qui se passe dans le cas d'Amélie Nothomb. Juste pour finir cet exemple, qui va de pair avec les autres qui vont suivre après le break, après la pause. Donc là, on a l'habitude de la voir avec son chapeau. Or, elle arrive sans son chapeau. Donc, on commente tout de suite, dès son arrivée, l'absence de son chapeau. Mais elle a tout de suite une réponse à cela. J'ai mes mitaines. Mais la manière dont c'est présenté, c'est que, en fait, ça rejoint sa poétique à elle. Elle est connue par le fait qu'elle a toujours des réponses rapides. Donc, dans ses textes à elle, il y a toujours des plaisanteries. C'est un texte rusé, c'est un texte intelligent. Et on attend d'elle à ce que ça soit sa réponse. Elle n'aurait pu faire autrement. Donc, en 20 secondes, même pas, en 10 secondes de l'ouverture de l'entretien, on a tout d'Amélie Nothomb, ou toute l'image de l'Amélie Nothomb, mais non pas uniquement l'image d'Amélie Nothomb, personne en chair et en os qui porte son chapeau ou qui vient sans son chapeau, mais aussi Amélie Nothomb scripturale ou Amélie Nothomb des textes, donc Amélie Nothomb discursive. Voilà, je m'arrête là pour... Je voulais un petit extrait que j'arrive plus à retrouver, ça passe tellement vite, mais en fait, là, je vous redonne le contexte que vous connaissez sans doute. Donc, Nelly Arcan vient de publier son livre Putain, qui paraît au Seuil en France, donc accepté de la première lecture en France. Et donc, elle est invitée sur le plateau de Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson. Et outre le petit scandale autour de l'accent, donc il commente sur son accent québécois, il se passe aussi autre chose. Donc je ne sais pas si vous avez lu ce roman, mais ce roman parle de son expérience en tant que call girl. Et à l'époque, elle a à peine, je pense, 26 ans, elle est en maîtrise. Et... les questions qu'on lui pose sont relatives à son texte à elle. En fait, il y a un dialogue autour de son livre, mais si vous voulez bien, on ne se satisfait pas de son texte seul. Il y a tout un travail de travelling du caméra. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une insistance permanente. Si vous regardez l'entretien complet, vous allez voir que la caméra passe autant de temps derrière Nelly Arcan que devant elle.
on la filme du devant, mais aussi derrière. Et ce qu'on voit, c'était à peine visible ici, mais je vous assure que ça existe, on peut après le revoir. À un moment donné, la caméra s'attarde sur sa peau, derrière, donc entre sa chemise et son corps, donc exposé. Il y a un petit morceau, donc 2-3 cm de peau, et la caméra insiste sur cette partie-là. Donc Nelly Arcan vient à l'interview habillée comme une petite fille bien élevée, donc les cheveux attachés, une chemise bleu clair, donc tous les signes extérieurs d'une fille bien élevée. Et la caméra cherche sans cesse de faire le lien ou le rapport entre ce qu'elle dit dans le texte, le personnage du texte qui est lié à son expérience personnelle, et cette personne qui apparaît sur scène qui n'a rien à voir avec la manière dont on imagine un call girl. Donc voici un moment clé où la scénographie, donc travaillée non pas seulement par l'intervieweur, mais aussi par toute l'équipe du studio, du plateau, et qui participe à la génération d'une image, même malgré l'auteur, malgré l'image que projette l'auteur au moment où il se met en scène, où elle se met en scène. Il y a un clash entre les images, mais la caméra insiste. Voilà, je m'arrête là. Je peux résumer très vite, mais je pense que ce sera mieux de discuter. Après, je pourrais en dire un mot. Voilà. Avez-vous des questions ? Avez-vous des réponses ? Non. Ok. Oui, je serais intéressée de vous entendre sur les entretiens littéraires qui se déroulent devant public, mais sans être filmés. Donc, à ce moment-là, on n'a pas la... On parle de la médiation, finalement, de la caméra qui insiste sur certains aspects pour laisser plus de liberté au regard du spectateur. Donc, ça serait quoi, à votre avis, la relation qui s'opère entre le spectateur et l'interviewé, l'intervieweur à ce moment-là? Je ne suis pas sûre de comprendre. Donc, des situations où il n'y a pas d'auditoire dans la salle ou... Non, où il n'y a pas de caméra. Donc, par exemple, moi, je travaille sur un festival littéraire, donc qui présente des entretiens d'auteurs, mais qui ne sont pas filmés. Donc, on a seulement une scène avec les spectateurs dans la salle. Donc, quelle sorte de rapport ça induit cette atmosphère-là plutôt intime, alors que ce n'est pas diffusé au grand public? Oui, alors la question de l'intimité est trompeuse, parce que dès qu'on se met dans une situation où il y a un tiers, on n'est plus dans l'intimité de la conversation intime à bâton rompu entre un intervieweur qui se pose en ami ou en partenaire de dialogue entre égaux, donc entre ce qu'on appelle en anglais peers. Des fois, je peux citer un cas où prenez Philip Roth, décédé l'année dernière. Donc Philip Roth, déjà grand écrivain, décide de faire un atelier où il interviewe ses collègues, si vous voulez, donc ses peers, d'autres écrivains de son choix. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'auditoire, c'est une situation encore plus intime. Et là, il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre deux écrivains, même si c'est présenté après comme un recueil d'entretien. Mais dans toutes ces situations où il y a un auditoire présent, avec ou sans la caméra, même dans les cas les plus réussis où les interlocuteurs arrivent à produire l'impression d'une intimité, c'est toujours destiné à un tiers. Et on le voit bien souvent dans la manière dans la disposition dans l'espace des sièges. Donc ils sont pas vraiment l'un face à l'autre, mais ils sont en partie tournés vers l'auditoire. Donc au fond, ma réponse serait que la caméra ne change pas grand-chose dans ces cas-là. On a toujours en tête la présence du tiers. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais après, vous pouvez aller vérifier sur le terrain. Peut-être que dans vos études de cas, ou cas de figure, vous trouvez
d'autres dynamiques que moi je n'ai pas vues dans mes exemples à moi. Peut-être que j'ai tort. Autre question? Oui. Je me suis intéressée à quelques... J'aimerais vous entendre savoir si vous avez travaillé sur les entretiens littéraires, mais tels que retranscrits, redonnés à l'écrit dans des divers formats, pour des revues et tout ça. Je me suis intéressée, entre autres, à des entrevues qu'avait accordées Anne Hébert à l'occasion de l'apparition des Fous de Bassin, l'obtention d'un prix à Paris. Et en vous écoutant, j'aimerais vous entendre sur le fait que qu'est-ce que ça change, le fait que c'est ensuite pris en charge par quelqu'un qui raconte l'entretien par écrit. Oui, quelque chose à dire. Oui, en fait, merci pour cette question parce que là, bien sûr, je me suis dirigée tout de suite vers le médiatique, vers le visuel, vers ce qui peut s'entendre et voir. C'est plus facile dans le cadre d'une présentation. Mais en fait, quand j'ai commencé mes recherches sur l'entretien littéraire, j'ai commencé par des entretiens écrits ou, si vous voulez, par des propos recueillis à l'époque. Donc, je commençais avec les écrivains du nouveau roman. Et donc, dans les années 50, même début des années 60, c'est plus courant de trouver des entretiens, comme vous avez dit, retranscrits, adaptés au journal. En tout cas la presse écrite. Et à ce moment-là, on trouve que tout ce qui est scénario, tout ce qui est même scénographie, si vous voulez, donc l'adaptation de la situation au contexte, est écrit. Donc on peut trouver ça dans l'incipit du dialogue, mais aussi dans les didascalies. C'est comme, si vous voulez, une pièce de théâtre. Et là, je vais vous citer un exemple. Je ne sais pas si j'ai le temps de le trouver dans le livre, je peux le faire après, mais donc on interviewe Nathalie Sarraute et c'est en début de sa carrière, non pas de son écriture, mais de sa carrière médiatique, si vous voulez, parce que c'est une auteure quand même qui débute son écriture en 1939 avec Tropisme, mais elle est connue de la presse à partir du moment, grosso modo, où Rob Grillet apparaît sur scène, donc son cadet de 15 ans, 20 ans. Et à partir de ce moment-là, on commence à s'intéresser à Nathalie Sarraute et à ses écrits théoriques. Et quand on l'interviewe, dans la presse écrite, on commence par une description de son être physique. Et à ce moment-là, la première chose qui apparaît, c'est le lien étroit que produisent presque tous les intervieweurs entre sa poétique ou entre ses sources littéraires à elle et sa personne physique. Et l'exemple la plus récurrente, c'est ses yeux. Donc, Nathalie Sarraute a des yeux noirs et un regard, c'est dans le livre, je le cite mal, mais je résume, un regard percutant, comme... oui, c'est ça, voilà. Waouh, merci. À la page 153. Madame Sarraute s'exprime avec hésitation, sans cesse de fixer sur son interlocuteur un regard noir et profond, ce regard de nocturne avec lequel, dit-on, Marcel Proust considérait ses visiteurs sans les voir. C'est aussi le monde intérieur qui l'intéresse, qui fascine cette nouvelle romancière. Donc, la description veut autant que possible rapprocher l'auteur à son écriture. Et ça passe par le corps. Voilà. Mais ce n'est qu'un exemple. Oui. J'ai une question par rapport à ça. Je sais qu'Élise, c'est aussi une question. Je te cède la parole tout de suite après, mais je trouve ça vraiment très convaincant, cette idée que, dans le fond, en entrevue, ce qui domine, ce que font les journalistes ou les intervieweurs, c'est ça, c'est toujours reconduire le lien, chercher dans la personne de l'écrivain sa poétique. Ça marche, je trouve ça... Ma question, c'est,
En fait, ça passe par le corps, mais ça passe même par les animaux. Hein. C'était frappant dans le cas de Céline, là, les chiens rageurs. Oui, pas absolument. trop envie d'aller le visiter, là, quand même. Mais c'est encore un prolongement dans ses propres animaux. Donc, c'est super intéressant. Ma question, c'est dans toutes les entrevues que tu as consultées, parce que là, dans le fond, le corpus, c'est forcément des écrivains qui ont atteint un certain degré de légitimité, voire de consécration. Oui. Qu'est-ce que ça fait si le corps et l'œuvre ne concordent pas? J'avais envie de te poser une question un peu générale, mais est-ce que dans tout le corpus que tu as consulté, tu vois des exemples où c'est raté et donc, éventuellement, ça pourra même avoir une incidence sur la médiatisation de l'écrivain? Est-ce que ça se peut que le corps, les journalistes ne réussissent pas à faire un lien avec la poésie? Oui, je pense que c'est le cas de Modiano. En fait, je l'ai insinué un peu. Je pense que Modiano, j'ai trouvé pas mal d'allusions à Modiano. C'est un cas classique pour les intervieweurs. Ils disent toujours oui, mais Modiano, ça passe pas à la télé. Donc chez Modiano, c'est l'exemple type d'un écrivain qui, malgré son écriture par ailleurs, on ne peut pas retrouver l'auteur ou l'image discursive de l'auteur en dehors de son texte. Impossible. Non. Il y a un divorce le plus total entre ces deux êtres. Mais ça, si vous voulez, c'est l'exception qui montre la règle. La règle que c'est, même si la personne sur scène, donc l'écrivain en chair et en os, ne correspond pas forcément à son être discursif, on essaye malgré tout à rapprocher, à reconduire cette personne vers son écriture par des démarches qui relèvent de fois des stéréotypes. La question des yeux de Nathalie Sarraute. À vrai dire, ses yeux sont comme tous les autres yeux, donc il n'y a rien de spécial. Je veux dire, non, mais elle n'a pas des yeux frappants ou un regard frappant. Donc, c'est imposé sur la description, si vous voulez, c'est imposé par un intervieweur ou une intervieweuse qui se servent de ce stéréotype du regard. Et je l'ai trouvé bien plus tard dans une émission de... tiens, je vais essayer de vous montrer.